Bonsoir, merci, au CAUE de nous accueillir, pour cette expérience de paysage. On est ravis d'accueillir Mireille Rouch et Philippe Cadoret, qui nous font, le grand honneur de nous présenter, leurs, 2 projets, 2 projets, qu'ils mènent actuellement, au sein de leur agence Némis. Hem, Expérience de paysage, en fait, c'est un cycle de conférences, nationales porté par la FFP qui, met, à l'honneur la parole des paysagistes. Dans ces conférences, il est question de partager des pratiques, des philosophies, des points de vue, des postures, et là aussi, des projets. Némis va nous présenter, 2 projets, qui finalement, est à la couleur, de votre agence, qui mêle à la fois urbanisme, paysage, création de jardin. Je vous laisserai, vous présenter plus précisément, mais je voulais introduire ces 2 projets. Le premier qui est, la requalification, du quartier du Mas de Mingue à Nîmes et le deuxième, ça sera le deuxième et le premier qui sera présenté, aujourd'hui, la création des jardins des Méditerranées à Béziers, au domaine de Bessan. Je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Bonne écoute à tous. OK, merci. Merci de nous accueillir. Alors, donc 2 projets, assez différents, hein. Le premier, c'est un parc. Alors, enfin, les paysagistes qui sont dans la salle savent qu'on les paysagistes sont très rarement des parcs parce que c'est une ça fait tr on a fait beaucoup de parcs à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle et puis après on a arrêté et c'est en train de ressortir actuellement depuis quelques années, mais depuis très peu de temps. Dans notre activité professionnelle qui est longue maintenant, on en a fait très peu, 2 petits parcs à Montpellier. Ce parc de Baïsan, qui est un concours qu'on a fait avec, Gilles Cuzy et Michel Maraval en 2018, n'est pas encore fait. Heu, ce donc concours en 2018, qui a été, le département a souhaité, aller, assez rapidement là-dessus. C'était une volonté du président Cléber Mesquida de faire ce grand parc à Béziers, au domaine de Baïsan et on a fait une étude faune-flore, mais le département a fait une «erreur» entre guillemets, a pensé qu'un parc, ne nécessitait pas forcément une étude, environnementale complète et le projet a été attaqué par France Nature Environnement. C'est ce qui explique le retard. Donc il a fallu faire a posteriori, une étude d'impact qui n'est pas totalement terminée. C'est très long. Et l'étude d'impact a modifié le projet. Mais ça, je vous le raconterai après. Je vais essayer d'aller un peu plus vite après. Donc ce site, de Baïsan, c'est un site qui a priori est relativement ingrat. Il a été choisi par le département parce que le département en est propriétaire. Il y a des grands parkings à côté, il y a déjà des salles de spectacle qui sont présentes et il est, à côté du péage, de Béziers-Ouest, donc très facile d'accès. Il a comme particularité cet endroit d'être, c'est un coteau calcaire, dans un endroit, qui est plutôt une plaine alluviale. Et c'est la raison pour laquelle il y a des carrières de colasse en particulier, qu'on voit là sur la photo. On est donc dans un bout de garrigue, un petit peu aride là, qui était à moitié une décharge sauvage et puis dans lequel il y avait aussi des anciennes carrières. Et la question ou le programme du département, c'était de faire des jardins de Méditerranée. Le programme était assez light. Là aussi, comme très souvent en matière de parc, il y a très peu de programmes parce que c'est pas forcément facile d'en faire et puis c'est peut-être pas non plus le sujet. Donc c'était relativement ouvert. La volonté affichée par le département, c'était d'évoquer des jardins de Méditerranée, d'une manière un petit peu large comme ça. Et puis une autre, volonté du président, c'était de présenter les cépages ou les vignobles de l'Hérault en particulier, pour, développer, en parallèle une maison du vin. Gilles Cuzy et Michel Maraval, eux, se sont occupés des bâtiments. Il y a plusieurs bâtiments. Il y a un bâtiment d'accueil, il y a un restaurant, il y a un pavillon des vins et nous, on a eu la charge de travailler sur le jardin. Alors quand on doit comme ça attaquer, parler des jardins de Méditerranée, c'est un très, très vaste sujet. Ça l'est sur un site qui est pas très qui est un petit peu ingrat.
On a tourné un petit peu, en rond pendant un moment et puis, on est tombé curieusement, on est tombé d'accord avec, Gilles et Michel. On s'est dit qu'on allait creuser, le sol pour s'abstraire un petit peu d'un contexte un petit peu compliqué. Donc les bâtiments, eux, seront enfouis et une partie, en tout cas des jardins, pas l'ensemble, on a décidé de creuser une carrière. Alors pour plusieurs raisons, parce que le site est ingrat, parce qu'il est, ouvert au vent, parce qu'il est sec. Et parce qu'il y a beaucoup d'endroits, dans la région et ailleurs, où il y a des carrières qui sont devenues des lieux de jardin ou des lieux de spectacle. J'habite à Sommières, à côté, il y a les carrières de Génas, dans lesquelles il y a un festival de jazz et dans lequel d'ailleurs, avant qu'il y ait ce festival, il y a aussi un festival de la pierre d'ailleurs et avant, pendant que la carrière se faisait, les fonds de carrière étaient, laissés aux habitants pour faire des jardins. Parce qu'il y a de l'eau au fond des carrières. On est à l'abri du vent et il y a très souvent, on est dans la nappe. Il y a beaucoup plus près de Béziers, j'ai oublié son nom d'ailleurs, un jardin qui est l'ancienne carrière de basalte, le jardin de Saint-Adrien, qui a une histoire assez rocambolesque, avec assassinat à la clé et puis on a découvert comme ça en cherchant qu'il y avait d'autres sites un dans lequel on est passé il y a quelques jours, c'est les carrières de Crasane à côté de La Rochelle, qui sont des anciennes carrières de pierre et qui viennent aujourd'hui des lieux de spectacle. Donc il y avait cette première idée qui était là. Ensuite, voilà les quelques images de carrières similaires. Il y a aussi un parc comme ça à Nantes, qui s'appelle le Jardin extraordinaire. On a donc commencé par ce jardin en creux. Ensuite, on a essayé on a fait beaucoup de choses dans ce jardin. Peut-être un petit peu trop de choses, mais c'est toujours difficile quelquefois de s'arrêter. On a décidé de prendre des jardins archétypiques de la Méditerranée et un petit peu d'ailleurs de la Méditerranée et dans ce grand carré en creux qui fait à peu près 1 hectare, on a découpé, 9 jardins, à peu près 40 sur 40. On est entre -5 et -7 mètres de profondeur. Ça nous permettait de faire des sortes de grands patios et de décliner là-dedans, différentes typologies de jardins qu'on a appelés archétypiques, un patio andalou, un jardin, de basalte, un jardin, une petite bambouseraie puisque dans la région, il y a la bambouseraie d'Anduze qui est assez célèbre. Un patio grec. Je ne parle pas de jardin grec parce qu'il y a pas de jardin. La civilisation grecque ne connaissait pas les jardins. Peut-être la seule civilisation au monde. Un jardin d'eau pour traiter du problème de l'eau parce qu'on a voulu que sur l'ensemble du parc, on traite aussi de l'eau en Méditerranée. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui est peu présente et qui est gérée d'une manière assez fine et dans ce jardin, qui est devenu un labyrinthe d'eau. On verra des images plus loin, on verra ça, c'est encore plus loin, mais on verra il y aura des images plus loin. On a fait une grande noria, c'est aussi une référence, à chaque fois on cherche des références à l'histoire, à des choses qui existaient en Méditerranée. Les norias, il y en a encore, à Ganges en particulier, que les gens connaissent assez peu, qui remontent l'eau pour la distribuer dans des champs. Donc on a tout un cycle de l'eau qu'on a fait comme ça. On a fait aussi un jardin «tropical» entre guillemets, qui est une référence au jardin de la Côte d'Azur, un jardin italien avec un buffet d'eau. Je Et puis les ombrières, c'était des choses qui étaient faites, on en voit en Espagne, on en voit au Portugal. Il y a la Estufa Fria à Lisbonne qui est intéressante. À l'époque des grandes découvertes, on ramenait tout ce qu'on trouvait dans les autres, pays du monde et en particulier les plantes et pour, ramener les plantes d'Amérique du Sud, il fallait des lieux pour les recueillir et des lieux qui soient, où on puisse casser le vent et amener un peu plus d'humidité. On a inventé comme ça des très grandes ombrières. Donc ça, c'est pour les jardins en creux et notre volonté, c'était aussi que les gens qui se baladent là-dedans puissent retrouver donc c'est des jardins qu'ils ont pu voir par ailleurs et aussi qu'ils puissent savoir, d'où viennent les plantes qu'il y a dans les jardins ici. Parce qu'en général, on ne le sait pas. Alors elles ont toutes voyagé. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de plantes, qu'on appelle, du nom infâme d'invasives. D'ailleurs, on a fait un jardin des plantes invasives qui nous a valu aussi, des remarques de la part de France Nature Environnement et donc pour que les gens puissent, découvrir comme ça à travers ces jardins les origines géographiques ou les utilisations possibles de ces différentes plantes. Ça, c'est une vue du jardin «tropical» entre guillemets où on fait une cascade qui est complètement artificielle, là. On a l'eau du Baronne qui arrive, à l'entrée du jardin. La Papousseraie.
le jardin andalou. Quand les jardins andalous, c'est des choses qui nous intéressent parce que dans beaucoup de nos projets, depuis longtemps, enfin moi j'étais un petit peu marqué parce que je fais ma coopération militaire en Tunisie, j'ai découvert comme ça les civilisations, du jardin islamique et ce sont des jardins qui sont extrêmement intelligents, qui sont des jardins en creux et c'est à l'époque que j'ai compris que dans le bassin méditerranéen en général, on faisait des jardins en creux pour pouvoir recueillir l'eau et irriguer les plantes, alors que dans l'Europe et en particulier l'Europe du Nord, on fait des massifs au-dessus du sol. Alors ça, dans notre activité professionnelle, c'était très compliqué de le faire comprendre aux entreprises parce que dans leur tête, les jardins sont enfin les parterres sont toujours au-dessus. Donc même si on faisait des trous, ils n'avaient de cesse que de rembayer les trous. Maintenant, on appelle ça des jardins de pluie et c'est passé dans les mœurs, mais il a fallu des décennies pour ça. Et puis ce sont aussi des en fait, tous ces petits jardins archétypiques de Méditerranée ont quand même ont beaucoup de choses en commun. C'est une gestion fine de l'eau. Il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'ombre, il y a toujours des parfums, il y a toujours des odeurs. Et ce sont aussi des jardins, parce qu'on parle beaucoup aussi aujourd'hui, d'environnement, de nature, protection de la nature et cetera. On oublie une chose, c'est qu'un jardin, c'est pas la nature, c'est la culture. Et que le jardin, en particulier en Méditerranée, se sont construits en opposition à la nature. Les jardins initiaux en Méditerranée, ce sont les jardins d'oasis. On capte de l'eau et on s'abrite du vent, du soleil et en fait de la fraîcheur. Donc les jardins avec des végétaux dits de garrigue, pour moi, c'est un peu une erreur. Alors ça, c'était, encore une autre thématique de jardin, on l'appelait comment? J'ai oublié, le jardin des mille et une nuits. Oui, enfin, c'est pour faire des projections, mais vous connaissez sans doute tous, des carrières, merci, merci. Les modes des Baux-de-Provence. Alors c'est des choses ces projections, on les retrouve dans beaucoup d'endroits, hein. Il y a la Fête des Lumières à Lyon, il y a des Kebabs dans la Chartre, il y a beaucoup d'endroits comme ça où, on les trouve. Et puis on va peut-être passer à la suivante. Voilà, c'est l'ombrière, ça c'est la Soufafria à Lisbonne. Et puis en contrepoint de ces jardins, archétypiques en creux avec de la fraîcheur et de l'humidité, on a fait en haut quand même des jardins secs où on a décliné aussi beaucoup de choses. A posteriori peut-être un petit peu trop, mais on a toujours envie de montrer le maximum de choses. Et dans ces jardins du haut, on a souhaité montrer, des choses qu'on a été montrées dans un autre jardin fait par Gilles Clément, au Royal Canadien. C'est de montrer des plantes qui viennent, là aussi de l'ailleurs, parce qu'il y a ailleurs dans le monde d'autres climats qui sont similaires, pas identiques, mais similaires au climat méditerranéen, qu'on appelle le bio-méditerranéen, qui sont une petite partie de l'Afrique du Sud, une partie du centre du Chili, une partie de la Californie, une partie de l'Australie du Sud-Est. Donc on a fait des jardins sur ces thématiques-là, le jardin chutier, le jardin, heu, californien, le jardin, d'Afrique du Sud et on a encore décliné le jardin des aromatiques, le jardin des plantes, dangereuses, je crois qu'on l'a appelé comme ça. Alors ces thématiques-là, en fait, on les retrouve ailleurs. Jardin des plantes dangereuses, ça existe en Angleterre, c'est le jardin d'Harry Potter, c'est le jardin le plus visité d'Angleterre. On y entre, avec une combinaison pour se protéger des dangers des plantes et c'est aussi le jardin de la sorcière. Et puis, le temps que il y a tellement le jardin des plantes invasives. Alors notre souhait à travers ces différents jardins, c'est là encore que les gens puissent rencontrer des types de plantes ou des qu'ils voient souvent dans leur jardin et qu'on puisse avoir un discours par rapport à ça. Le thème des plantes invasives dont vous avez entendu parler, on souhaite nous l'évoquer, en parler et donner un autre son de cloche, à ce sujet-là. Et puis ensuite toute la partie des jardins du bas, là on a souhaité montrer, au grand public comment on peut aujourd'hui faire des jardins potagers ou des vergers. Alors là, c'est loin d'être encore réalisé parce qu'il va falloir mettre en place des équipes pour traiter ces jardins. Et là, c'est une autre partie de ce projet parce qu'au-delà d'un dessin qu'on peut faire assez rapidement, lors d'un concours, ce que le département n'avait pas forcément, complètement, compris, où il pensait qu'on allait faire un peu comme un bâtiment ou faire un projet clé en main, qui aurait plus qu'à ouvrir la porte et se balader. On leur dit: «Non, il faut un jardin, il va se passer des choses à l'intérieur. C'est comme un théâtre. S'il y a pas de pièce de théâtre, on ne reste pas dans le théâtre
Donc il va falloir créer des activités, ça peut être du formation, parce qu'on a proposé énormément de murs en pierre sèche, donc ça peut être, l'occasion de faire de la formation, heu, de murailler. Voilà, c'est parce que c'est des choses qui sont complètement archétypiques aussi du Languedoc. On leur a dit qu'on pouvait aussi faire du théâtre au jardin, qu'on pouvait faire, venir des conteurs, qu'on pouvait aussi former des gens aux nouvelles méthodes culturelles. Alors c'est quelques images justement de ces paysages d'ailleurs qui de loin ressemblent à de la garrigue, mais qui n'en sont pas. Et là, c'est le dernier jardin, c'est la vigne. Donc la demande initiale, c'était de présenter les cépages, de l'Hérault en particulier et on s'est dit: «On va quand même pas mettre un cépage avec un rond de lavande autour, ce serait un peu bête». Et en réfléchissant un peu, on s'est dit: «Mais finalement, les Américains, pour mettre en valeur le maïs, une plante typiquement américaine, ils sont venus en faire des labyrinthes de maïs. Nous, si on faisait un labyrinthe de vigne?» Alors c'était le début des problèmes parce que, faire un labyrinthe de vigne, c'était pas du tout dans l'esprit des gens. Pour nous, ça posait pas de problème. On plante des rangs de vignes, on fait des chemins au milieu et on se balade et en plus, on a dit pour que on va faire forcément un truc écologique, donc on va utiliser des pieds résistants au réchauffement climatique, résistants au sec. On va faire des cultures intercalaires. On a essayé de ressortir tout ce qui se fait actuellement d'innovant en matière d'écologie de la vigne et puis on va rajouter des arbres, comme ça se faisait d'ailleurs du temps des Romains. On va planter des amandiers et des pêchers, dans les rangs de vignes et alors là, il y a certains techniciens au département qui nous sont un petit peu tombés à bras raccourcis en disant: «Mais l'enjambeur, comment il fait?» On dit: «Ben, on va pas prendre de tracteur, on va prendre un cheval». «Ah mais on va passer pour des cons». C'est et donc on a travaillé assez longtemps, c'est pas gagné, pour essayer de les convaincre qu'on peut faire, on n'aurait pas dû l'appeler vigne, on aurait dû l'appeler jardin de vigne ou je ne sais pas comment. Mais c'est pas facile de discuter comme ça avec des gens qui connaissent bien la viticulture, mais qui trouvent que c'est complètement, surréaliste de travailler comme ça. Je crois qu'il y a la dernière diapo sur le jardin proprement dit. Alors ah oui, ça c'était j'ai oublié, le bois sacré. Il y avait une partie de ce jardin qui était relativement boisée et donc quand on a vu ça, on a dit: «Bon, la partie garrigue un peu abîmée et cetera, là on peut y faire des jardins, mais la partie boisée, on va quand même essayer de la conserver». Donc on va faire juste des chemins, placer des références sur un jardin, italien à Bomarzo, et on va, y mettre simplement des sculptures puisque le président souhaitait y mettre des sculptures. Et on va garder la végétation en place. Ah oui, mais entre-temps, il y a eu, ça c'était lors du concours, entre-temps, il y a eu l'étude d'impact et dans l'étude d'impact, on passe à travers les fourches codines de tous les services de l'État, des DTM, DREAL et cetera et on s'est vite rendu compte qu'on était dans une zone, de risque incendie feu de forêt, zone rouge. Donc là, en gros, on nous a dit: «Bah, il faut tout couper. Il faut soigneusement, éradiquer la végétation basse et va falloir laisser entre 7 et 8 mètres entre les houppiers des arbres». Alors, j'ai eu un peu un OK en entendant, le technicien des services de l'État me dire ça. Il m'a dit: «Mais vous savez, c'est bien mieux pour la flore et la faune». Donc là encore, on ne sait pas comment ça va se passer la suite, là, mais bon, c'est un peu compliqué et c'est là qu'on voit qu'entre règlement, écologie et air des jardins, c'est pas facile, de traiter tout ça. Je crois que c'est ce coup-là, je crois que c'est la dernière, diapo, j'espère? Non? Ah, les jardins du feu, j'avais oublié ça, les jardins du feu. On a proposé les jardins du feu. Heu, c'est pas une thématique qu'on a inventée. Gilles Clément en parle déjà. L'idée, c'était, simplement de faire ce qu'on fait d'autre, c'est de montrer qu'après le passage du feu, il y a une régénération qui se fait. Donc l'idée, c'est de faire des parcelles sur lesquelles chaque année on mettra le feu, avec l'aide du SDIS. Alors on a été voir les pompiers, alors eux, ça leur plaisait beaucoup parce qu'ils faisaient des jardins, quoi, avec des allumettes. Heu, le président, quand on lui a proposé ça, il s'est dit: «Vous êtes sûr?» On lui a dit: «Bah, écoutez, c'est aussi l'occasion, de parler de l'écobuage, qui étaient des techniques agricoles qu'on utilise beaucoup dans les Cévennes et c'est aussi l'occasion de parler des charbonniers. Nos paysages de chênaies vertes, sont complètement issus du travail des charbonniers, sinon il y aurait pas de 3 ou 4 troncs comme on les voit aujourd'hui, il y aurait pas de cépées de chêne vert». Donc ça permet de parler d'histoire. On verra si on y arrive. C'est pas, toutes ces thématiques-là, c'est pas encore complètement gagné. Alors je sais pas s'il y a encore des diapos. Bon ça c'était les Noriens, on en a parlé, hein, c'est les Noriens, on en trouve dans le monde entier.
Ça, c'était l'idée de proposer des potagers. Il va falloir ensuite trouver quelqu'un. Et le gros problème, c'est ça, qu'il va falloir trouver, une équipe pour s'occuper de ces jardins et présenter, aux gens qui le souhaiteront, comment on peut faire aujourd'hui un potager. Et puis j'avais aussi un souhait du président, c'était, de mettre un olivier millénaire. Alors ça, vous connaissez tous ça, dans toutes les villes, il faut mettre des oliviers très vieux. Vaste sujet, vaste débat, et on s'est dit: «Si on veut mettre un gros olivier, pour lui donner un sens, ah, on pourrait faire un arbre à palabre ou un arbre à vœux, plus exactement». Pourquoi? Parce que c'est une thématique qu'on retrouve dans toute la Méditerranée, mais bien au-delà, dans le monde entier. En France, donc c'est des ce sont des a l'arbre est un médiateur entre le ciel et la terre, et il y a dans la plupart des civilisations, on utilise les arbres pour cette raison-là, et on y accroche soit des souhaits, soit des vœux, soit des linges d'enfants pour les soigner. On en trouve encore dans le nord de la France. On en trouve, en bas à gauche, c'est une photo, en Turquie, en Chine et au Japon, bien sûr. On y met des prières, et ça, c'est ce qu'on aurait souhaité faire le long de l'autoroute. Il fallait qu'on fasse un mur anti-bruit. Comme on creuse un trou d'1 hectare, on voulait utiliser les rochers du terrassement pour faire une sorte de mur anti-bruit. Ça, c'est justement les fameuses carrières de Crasane à côté de La Rochelle, qui ont été utilisées par le paysagiste qui a travaillé là-dessus à l'époque. C'était, Bernard Ressus. Il a dit: «Bah, puisque l'autoroute passe dans des carrières, on va en faire une aire autoroutière avec des visites des carrières». C'est ce qui existe actuellement et qui marche très bien. Et malheureusement, on s'est rendu compte après, en faisant des sondages dans le rocher, que le rocher n'était pas du tout de cette qualité-là et qu'on ne pourrait pas faire ce mur-là. Donc on va faire un gigantesque crapace, donc un gros tas de cailloux, si vous voulez, qui va faire le tour du parc côté autoroute. Et ça, bah, je peux en parler, il faudrait que des architectes en parlent, mais on voit les différents projets, qui devaient se faire en parallèle. Alors la tour à droite, finalement, a disparu assez rapidement pour des raisons budgétaires. Le bâtiment circulaire, c'est le pavillon des vins, et juste à côté, il y a le pavillon d'accueil et le restaurant. Ensuite, les 2 autres, cubes que l'on voit, c'est des projets qui ne se feront plus. Il devait y avoir aussi un aquarium, mais faute de budget, comme vous savez, tous les départements ont des grands problèmes, budgétaires, et donc cet aquarium, finalement, ne se fera pas. Il y a eu un concours, il a été dessiné, il y a eu un projet choisi, mais il ne se fera pas. Et à gauche, ça devait être un dôme, c'est un cube, mais ça devait être un dôme, pour faire du cinéma. Voilà, c'était une vue de l'entrée, ça. Et ça, c'était le pavillon des vins, et ça s'arrête là. Autre sujet. Ça va être nettement moins politique. Poétique, un peu plus politique peut-être. Donc c'est, une mission que l'on mène depuis, 2017, avec l'équipe, d'architectes du métier design qui sont basés à Lyon, et un bureau d'études, techniques qui s'appelle Verdi. Donc c'est un site, enfin c'est un quartier politique de la ville qui fait une trentaine d'hectares, et dont une partie est située, en zone inondable, voilà, avec, de gros problèmes sociaux. Donc c'est un quartier qui se situe à l'est de Nîmes, à la jonction entre la plaine et les collines. Il est pas très loin de l'autoroute, donc c'est vraiment, un lieu idéal pour une économie parallèle qui est très, très bien structurée. Voilà, donc l'idée, c'était de redonner un petit peu des lettres de noblesse à ce quartier complètement déshérité qui a été, bâti à la hâte dans les années 60 pour accueillir, les rapatriés d'Algérie. Donc ils ont pris des parcelles, dans leur, dans le sens qu'elles avaient, et puis avec du bâtiment industrialisé, ils ont construit, des barres très, 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 très longues pour accueillir, heu, pas loin de 3000 habitants. C'est pas le plus grand quartier politique de la ville de Nîmes. Il y a 3 quartiers. Celui-là, c'est celui de l'Est, c'est le plus petit, 3000 habitants. Ensuite, il y a, Chemin de Bas d'Avignon qui est à peu près au milieu de la ville de Nîmes, et Pisevin-Val-de-Gour qui est complètement à l'ouest.
donc 3 000 habitants là, à Chemin-Bas d'Avignon, 8 000 habitants et 15 000 à Pisevin-Val-de-Gour. Donc on voit que les bars ont été, positionnés à peu près n'importe comment dans le terrain, sans véritable plan, de composition. En fait, l'idée c'était de rentrer, ces bâtiments industrialisés dans la parcelle. Donc, certains se sont mis en diagonale et plus particulièrement, dans un vallon qui, en temps normal ressemble à un fossé. On le voit là, sur l'image, du bas. Donc il est souvent à sec et il a une tête de fossé. Mais quand il déborde, il crée des dégâts énormes parce que, son exutoire n'est pas bien raccordé, pas avec de bonnes dimensions, heu, au Vistre qui est un peu plus bas. Donc en fait, il est raccordé, en dessous de la route, nationale, qui est devenue le périphérique de la ville de Nîmes, avec des tuyaux qui font, du Fi 400 quoi. Donc c'est un peu encombré au portillon. Donc voilà, et on voit, le spectre du quartier là, qui est en rouge, à cheval entre les collines et le fond du Talvani. Donc on s'est basé, sur ces caractéristiques du quartier, qui est à la fois avec des situations qui sont en belvédère sur les parties très hautes, celles qui sont roses. Des parties de Piémont où on a pas mal où on a à peu près, des bâtiments qui sont construits dans le sens des courbes de niveau et qui sont à peu près étagés comme il faut dans la pente. Et puis, avec ces bâtiments qui sont dans le fond de vallon et dont on a réussi à enlever un sur, je ne sais combien. Donc ça, ce sont les 2 coupes, dans le sens, nord-sud et est-ouest. Donc on voit, le thème de la colline, des piémonts et de la plaine. Et dans l'autre sens, la coupe du dessous, c'est, la coupe entre les 2, de part et d'autre, du Valadritier, qui est en fait, ce ruisseau, qui crée d'énormes, questions d'inondation. On a eu en préalable de la mission, une grosse mission, d'un bureau d'études hydrauliques, de manière à voir comment se comporte l'eau si on enlève les bâtiments. Parce que c'est pas le tout d'enlever les bâtiments. Quand on les enlève, elles prennent de la vitesse et puis elle est plus répartie de la même manière. Donc, elle inonde très, très fort, le quartier en dessous, qui lui est très fortement bâti. Et le Valat en partie, aval, donc quand il arrive vers la plaine, il est busé. C'est voilà, donc c'est un peu des gros problèmes. Donc dans les premières hypothèses que l'on avait faites dans la préfiguration du quartier, sur la partie aval, on enlevait la plupart des bâtiments dont on pouvait, imaginer qu'on pouvait les démolir. Et puis, au moment où on a rendu, le pro, donc peut-être, 5 ans après ou 6 ans après, la DTT nous dit: «Non mais ça va pas être possible, parce qu'il va falloir remonter des murs à l'endroit où il y avait la barre que vous avez démolie, pour pouvoir, reséparer les eaux». Donc en gros, les jardins entre eux qu'on avait imaginés, eh ben, ils sont en volume. Donc ça, c'est un peu un état, du quartier, tel qu'on l'a trouvé. C'est un quartier qui est très, très proche de la Garrigue, donc qui a une certaine qualité de vie, mais qui est très éloigné du centre-ville. Donc il est à la fois avec une ambiance très villageoise. Les premiers habitants qui sont encore là, sont très attachés à ce quartier. Ce sont, pour la plupart des harkis qui étaient venus, et qui ont été embauchés comme, ouvriers agricoles. Donc on a aussi beaucoup travaillé avec cette thématique de l'agriculture et on a eu, pas mal de railleries quand on a dit qu'au autour du Valat, donc ça c'est un peu l'historique de la construction du quartier. Donc ça c'est avant, en 1942, avant que le quartier soit construit. On voit le cours du Valat
Après dans les années 70, on voit, une bonne part des bâtiments qui sont construits avec, sur ce coin-là, alors je sais pas, voilà, là, ici, c'était des logements d'urgence qui sont restés jusque dans les années 80 et donc on a toute cette partie-là, de bâtiments qui sont, gérés par un bailleur qui sont dans le vallon, dans une zone très inondable. Et là où on voit les pointillés, c'est l'exutoire du Valin. Et on voit que ça commençait à se construire sur les parties de l'exutoire. Et ça n'a fait que croître et embellir. Dans les années 2016, on voit que bon, sur la partie pleine, c'est plutôt du lotissement qui a été construit. Et on voit que jusque dans les années 90, ont été construits encore des bâtiments dans le fond du Valin. Alors, dans les années 70, il y a un collège qui a été construit aussi dans la zone inondable et des villas, qui sont venues, se construire là et un permis de construire qui a été accordé en 92, après les événements de 1988 où il y a eu, énormément de dégâts sur la ville de Nîmes. Donc il y a des choses un petit peu étonnantes. Ensuite sur la gauche, on voit un peu, la tête qu'avait le quartier, bon, pas tellement d'organisation, pas vraiment d'aménité. Des bâtiments assez hétéroclites avec, des copropriétés dégradées, assez importantes avec une galette commerciale, c'est la photo en haut au milieu, qui pose énormément de problèmes. Alors je sais pas si vous avez vu, dernièrement, il y a une vidéo qui a été tournée sur le quartier, qui a fait, un buzz monstrueux d'un vidéaste, enfin je sais pas comment on appelle ça, un youtubeur. Un youtubeur, allemand qui a fait, l'apologie, du crime à Masnemingue. Voilà. Donc là, ce matin, j'étais sur le chantier et il y a eu une énorme, opération de police, hier, qui a fait que l'entreprise a exercé son droit de retrait. C'est la 2e entreprise qui exerce son droit de retrait. Voilà, c'est chaud, il y a des armes, enfin c'est très chaud. Mon gilet jaune, je vais le troquer contre un kevlar. Voilà. Et on a au milieu du quartier, on a une église, c'est la photo qui est au centre, avec on voit derrière la barre qui était au milieu du vallon et qui a été démolie aujourd'hui et qui a pris, qui accueille aujourd'hui la place du marché. Ça, c'est arrivé à bon port, on est arrivé à le reconstruire. Sur la photo de droite, sur la même ligne, c'est la mosquée qui est juste à côté de l'église. Et puis ce qu'on voit pas, mais qui est en vis-à-vis de la mosquée, on a le centre culturel. Voilà. Donc on a une place, en tant que projet, on a prévu de faire une place qui relie culte et culture. Ouais, enfin, ça fait pas l'unanimité. Enfin, c'était un test. On essaye, on se bat. Donc on voit sur la photo à gauche les bains qui sont en rouge, c'est les éléments de bâtiment qui seront démolis. Donc celui de droite qui est en biais, c'est bon, s'il était au fond du vallon. Les 2 barres qui sont parallèles, on avait souhaité les conserver. Donc on voit un pointillé blanc autour de la barre la plus en aval. C'était une partie que l'on souhaitait conserver avec les archives, réhabiliter ces bâtiments et continuer pour éviter d'avoir à démolir et reconstruire éternellement. Sauf que dans le cadre des bâtiments industrialisés, ce sont des cellules qui arrivaient directement comme ça, et qui se construisaient comme des Legos et qui faisaient 3 mètres de large. Donc avec des structures impossibles à réutiliser. Donc ces 2 barres, enfin ces 3 barres-là qui étaient construites sur les mêmes modèles, il a été décidé de les supprimer. Et comme dans les quartiers de renouvellement urbain, on n'a pas la possibilité de construire plus de 10% de logements en rapport avec ce qui est démoli,
Donc là, il y a 270 logements qui ont été démolis et une trentaine qui seront reconstruits. Ils nous ont accordé 3 logements. Par contre, voilà, donc on voit bien comment sur la carte de droite, comment le quartier s'est développé dans le fond du vallon, ce qui pose énormément de problèmes. Donc voilà, la programmation, elle s'est faite donc sur plusieurs piliers, à la fois sur le site, comment on remet le site en état, comment on remet au jour petit à petit ce vallon de manière à ce qu'il retrouve son cours normal. Alors on a commencé par la partie amont, puisque le collège qui était en zone inondable a été reconstruit sur le piémont et donc a libéré un espace très important, un peu plus d'1 hectare, qui a été on a proposé au départ qu'il y ait une opération d'agriculture urbaine qui se développe à cet endroit-là. C'était l'époque où il y avait cette opération qui était liée au quartier NPNRU qui s'appelait Quartier Fertile. Donc on a essayé de monter un dossier. Et la ville, qui n'est pas du tout motrice sur ce sujet-là, nous a mis dans les pattes de la chambre d'agriculture et le projet est tombé à l'eau. Voilà, donc pas de subvention d'agriculture urbaine. Donc là, on a récupéré un terrain qui est un terrain après démolition d'un bâtiment où les entreprises ont soigneusement dissimulé toutes sortes de gravats, tuyaux, amiantes sous une petite couche de terre. Donc là, en travaillant dessus, on a de grosses surprises. Donc on verra. Le quartier aussi a été un autre des piliers, c'était comment on résout en partie, parce que l'urbanisme n'a jamais fait de miracle, ça se saurait. Comment on résout des problèmes de sécurité, de sûreté urbaine. Et ce quartier-là n'a qu'une entrée. Et l'exutoire, c'est la Garnie. Voilà. Moi, dans les années 2000, une voirie a été créée qu'on voit là où il y a écrit programmation, on voit un tracé un peu sinueuse dans le haut de l'image. Et donc là, c'est une route qui permet aussi de raccorder le quartier. Mais il y a 2 voies. Et passé 11 heures, les femmes peuvent plus ni entrer ni sortir dans le quartier. Bon, c'est très agréable. Donc en gros, on a dans l'équipe, au moment où on faisait la préfiguration du quartier, on a énormément travaillé avec un bureau d'études qui était spécialisé en sûreté urbaine, ce qui n'est pas non plus la panacée quand on veut parler de paysage. Voilà. Et oui, ah oui, on a eu un comité de pilotage il y a 2 semaines. Et bien sûr, il y avait la direction de la police nationale qui était là et qui nous a dit: «Ah non, mais les arbres dans les rues, c'est pas possible, les caméras, ils voient pas ce qui se passe dessous». Voilà, donc on laisse passer. Voilà, donc ça a été aussi construit de longue date en concertation avec les habitants qui comprennent absolument pas ce qui se passe et pourquoi c'est si long. C'est un quartier, alors je ne dirai pas le nom du bailleur, mais c'est un quartier dont le bailleur dit que c'est les logements les plus rentables de son patrimoine. Or, c'est un patrimoine qu'il n'a quasiment jamais restauré. Il a fait un petit peu de travaux dans les années 90 et terminé quoi derrière. Donc des logements insalubres à tour de bras et une population, la population peut-être la plus pauvre de Nîmes qui loge là, puisque ce sont les loyers qui étaient le moins chers du bailleur.
Donc ça a été concerté avec les habitants qui ont commencé à faire de la concertation avec l'agence d'urbanisme. Donc ça devait être dans les années 2000 et ça a continué, continué, continué et c'était une sorte de serpent de mer pour les habitants qui finissaient par plus être tout à fait mobilisés dans le débat, quoi. Mais bon, on est arrivé à raccrocher les wagons et toutes les petites actions qui ont été faites sur le quartier et notamment des, des petits cadrages pour montrer ce qui allait se passer à la place de la démolition de la barre, comment allait être le marché, tout ça, ça a été en bois, ça a été construit par les habitants et encadré par des animateurs et ça a été respecté. Alors on brûle les arbres dans ce quartier-là, mais ce genre de petits trucs, eh ben, c'est resté. Ça, c'était ça. Donc voilà, le quartier a été reconstruit suivant 3 lignes, hein. Une ligne d'eau qui est retour de l'eau dans sa grande dimension et dans tous ses états. La ligne de vie qui est la relation du quartier à la ville. Donc le quartier est relié par une ligne de transport en commun, en site presque propre. Propre par intermittence. Et puis une ligne de vie, une ligne de ville. L'endroit où se situent les espaces culturels, les associations, tout le cœur du quartier qui fait bouger un peu les habitants. Voilà, ça s'est décliné dans de nombreuses actions. Voilà. La première, sur la ligne d'eau, dans les quartiers de renouvellement urbain, quand on prend le projet et qu'on démolit des bâtiments, l'endroit où le bâtiment a été démoli n'est pas considéré comme un espace perméable. Il est considéré comme étant imperméable. Donc, même les endroits où on a démoli les bâtiments, où on a transformé tout ce qui était imperméabilisé en surface perméable, tout ça, il faut le reprendre en ligne de compte dans la compensation des eaux pluviales à l'intérieur du quartier. Alors, je ne me souviens plus quel volume on doit compenser, mais ça se compte en milliers de mètres cubes. Je pense pas loin de 5000 mètres cubes, que l'on a répartis sur l'ensemble du quartier, en essayant d'être logique, de récupérer de l'eau là où on pouvait. C'est un ruisseau qui récupère un bassin versant qui est énorme. Je ne sais plus combien de kilomètres carrés il récupère. Donc, on a à la fois les phénomènes d'inondation et à la fois de ruissellement. Et donc, on a tamponné ces espaces-là. Sur les petits rectangles qu'on voit là, qui sont en ringuette, c'est à l'intérieur des jardins fertiles. Ce sont des bassins de rétention qu'on nous a autorisés dans la zone bleue de la zone inondable et qui récupèrent tous les bassins versants de ce qui est construit sur les collines. Les espaces, enfin bon, on les verra en détail un peu plus loin, mais à chaque endroit où il y a du bleu foncé, c'est là où on récupère les eaux pluviales. Alors il n'y a qu'un endroit où on ne le récupère pas, c'est celui qui est le plus en aval, à la place de la barre qui a été démolie, puisque là on a été obligé de remonter le niveau, de manière à partager les eaux, et que au bout du compte, une fois que l'aménagement a été réalisé, on n'empire pas de 1 centimètre la hauteur d'eau dans le quartier Thiétaval. Voilà, donc ça c'était le plan masse avec des aménagements qui se déclinent en fonction de ce qui se passe sur un piémont, sur la rive droite du Valat ou sur la rive gauche, et à l'intérieur duquel on a quand même la chance d'avoir un patrimoine arboré qui est pas mal dans les parties existantes – et que l'on conserve au maximum.
Bon, ça, c'était, la déclinaison en fonction de l'endroit où on se situe, sur le quartier. Quel type d'arbre on utilisera plutôt si on est en plaine, si on est en piémont ou si on est sur la colline, puisqu'on n'a pas le même type de végétation, on n'a pas les mêmes profondeurs de sol et on n'a pas les mêmes, usages non plus pour se mettre à l'abri du vent, enfin, voilà, on aura plus des persistances sur les parties hautes et plus de feuillus sur les parties basses. Après, c'est le mobilier, un grand classique. Et l'opération de préfiguration a duré 3 ans. C'était pour chiffrer le coût des travaux, à la fois pour l'ensemble des bailleurs, et pour les aménagements des espaces publics. Donc pour chacun des maîtres d'ouvrage qui étaient associés à ce projet. Donc on a défini une enveloppe et cette enveloppe a reçu une partie de subvention à hauteur de 30% sur les aménagements du quartier. Donc pour le montant qu'il y a sur les espaces publics, on a eu, on nous est resté au bout du compte 9 millions pour aménager tous ces hectares. Et oui, et à l'issue de la préfiguration, il y a eu quelques travaux qui ont été réalisés, et notamment ce qu'on appelle le chemin des écoliers, qui permettait de relier le cœur du quartier à l'école qui a été déplacée sur le haut de la colline. Donc pour aller du cœur du quartier en haut de la colline, il n'y avait pas de chemin direct pour remonter là-haut. Donc il y a eu 2 secteurs qui ont été aménagés pour faire le chemin des écoliers. Le square Montaigne, c'est la photo de droite, et la montée du Bélé qui a été réalisée après avoir acquis une maison individuelle et démoli cette maison pour pouvoir avoir un accès direct sur l'école. Alors l'école, elle a été construite par NDA. Voilà, donc là, on est en train de réceptionner la première phase d'aménagement du quartier, qui est le secteur nord. Donc tout le piémont de la rive droite, la partie amont du Valadriquet et la place Agrippa Dioupigné qui est la place du marché, et ensuite le piémont de la rive gauche qui permet donc de relier les 2 rives de façon un peu plus agréable que ce que c'était, et plus direct et plus urbain. Voilà, donc ça c'est une axonométrie sur la partie des jardins. Donc sur la gauche, le volume blanc, c'est le collège Ada Lovelace qui est construit sur le piémont. On a récupéré 500 m3 d'eau qui ne pouvaient pas être pris dans l'emprise du collège. Donc une bonne partie des eaux du collège était tamponnée sur l'espace public. C'était fait en bas d'un talus, puisque au niveau du Valin, donc on avait un énorme trou, et cet énorme trou, il était en haut d'un talus, 5 mètres au-dessus du niveau du collège, en dessous du niveau du collège. Et il fallait mettre un arrêt de bus qui accueille 3 bus. Il fallait que les élèves soient en sécurité. On a un stade de foot qui est derrière, qui n'a pas de stationnement. Bon. Donc nous, on rajoutait à ces 500 m3, on rajoutait 300 m3. Donc on se disait, continuer à creuser, ça va pas être possible. Donc on a récupéré les eaux dans des grandes cuves qui forment des terrasses, qui sont aujourd'hui utilisées par les élèves.
Donc voilà, on est un petit peu en détail comment ça se goupille. Et en rive gauche, alors là, ce sont des images qui sont un peu anciennes, sur lesquelles on souhaitait développer l'agriculture urbaine et ça fait flop. Donc aujourd'hui, ils veulent faire des parkings, mais on leur dit non, non, c'est pas possible. Pas possible. Voilà, ça c'est en cours de travaux. C'est le collège qui, lui, est en train de s'étendre et au départ, il faisait 600 élèves et il y a eu un agrandissement à 900 élèves. Autant dire que ça complexifie encore la circulation et le stationnement dans le secteur et on voit, les terrasses, on les aperçoit sur lesquelles, à l'intérieur desquelles il y a les bassins de rétention. Voilà, ça c'est terminé. Ça, c'est le parvis pour aller à l'arrêt de bus. Et ici, c'est la partie qui sert de rétention. Donc là, on est plutôt côté rive gauche du Valin. Et c'est la partie qui fait rétention. On a... Ouais. Ça, c'est une coupe sur... alors, on voit que le côté... sur la coupe, on voit que le côté rive gauche. Où l'on voit que la route circule sur le piémont. Et c'était un chemin de garrigue qui avait été un petit peu élargi pour pouvoir desservir le collège qui était dans le trou. Et voilà. Donc on a élargi la plateforme de cette partie de piémont de manière à pouvoir accueillir du stationnement et créer l'espace de jardin totalement protégé de traversées sauvages qui ferait que ce serait pas respecté. En fait, un jardin, un hort, c'est un clos, ça permet, enfin c'est fermé pour être protégé à la fois des animaux sauvages et des sauvages tout court, et surtout du stationnement. Voilà. Et on a tenté une expérience puisqu'on était dans un secteur où on doit compenser beaucoup d'eau. On a testé un système de Stockholm. Voilà. La ville nous a suivis avec pas mal de réticences, mais on a essayé de le faire. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le système de Stockholm, c'est une couche dans laquelle les arbres peuvent développer leurs racines, qui sont aussi la structure de la chaussée. C'est une espèce de tranche napolitaine de différents diamètres de granulat, dans lequel on rajoute du charbon et qui prend, c'est une tranchée qui fait toute la largeur à la fois de l'aire de stationnement et du trottoir. Et ensuite, elle est drainée à l'intérieur des jardins. Donc, on attend de voir comment ça fonctionne. Jusque-là, ça va. Voilà le parking. On ne voit pas du tout. En fait, c'est la chaussée est en enrobé et l'eau est captée sur les points bas dans des espèces de des grands puisards qui partent dans cette grande couche de granulats. Tu me dis si je suis trop long. Ça, c'est la place du marché. Donc, on est un petit peu plus en aval. On est dans le cœur du quartier. C'est là où on a dû remonter le niveau d'une 50aine de centimètres de manière à pouvoir protéger la partie à l'aval. Au départ, ce secteur-là était tout en creux. Voilà, là où on est remonté. Et ce jardin un petit peu sinueux, c'est l'endroit où il y a eu tout un travail avec les habitants en concertation pour faire une piste d'apprentissage de cycle. Alors ça finit sur un escalier, c'est très drôle.
Ça, c'est, le cœur du quartier. Alors, sur la partie de gauche, où il y a les petites maisons, les petites maisonnettes qui sont dans la zone inondable et qu'on n'a pas pu, démolir ou, déplacer ou parce que c'était un patrimoine du logeur qui l'a vendu, hein, comme ça, et donc le plus responsable et c'est très compliqué, par la suite, de récupérer, du foncier qui est privé. Et cette vue-là, c'est la partie cœur de quartier, c'est la 3e phase de travaux et donc en fait, c'est l'articulation entre toutes les phases de travaux qui ne sera faite que, je sais pas, quand les bâtiments seront démolis, donc quand les habitants seront relogés et là, c'est en bonne voie, il en reste plus qu'un, donc on devrait y arriver. Ça, c'est la 2e phase et c'est ce qu'on appelle, le jardin, des mimosas. Alors les arbres, qui sont représentés là, sont des arbres existants, donc on les met à profit et on éloigne les rez-de-chaussée des bâtiments, enfin, de la partie occupée par, enfin qui servira d'usage pour les habitants. On l'éloigne par des, masses boisées assez importantes, de manière à ce qu'il y ait pas trop de nuisances sur les rez-de-chaussée. En fait, sur ce bâtiment qui est à gauche, tout le rez-de-chaussée, enfin qui est un peu à l'étage quand même, hein, parce que la barre est construite, sur plusieurs centaines de mètres, à l'horizontale, sur un terrain avec une bonne pente. Donc 3 % de pente, 100 mètres, 3 mètres de dénivelé, et un rez-de-chaussée, à plat. Donc et sur la partie, qui était en contact avec le jardin, il y avait tout l'accès aux caves. Où il y avait, les locaux à ordures ménagères et autant dire que ces endroits-là, étaient des endroits très prisés par, l'économie parallèle, du quartier. Voilà un petit peu, comment ça va se passer. Sur la partie haute, on a, une terrasse existante et cette terrasse-là, on propose de la creuser pour faire la compensation du pluvial. Et du dénivelé qui existe, faire, 3 gradins qui permettent d'arriver sur la grande pelouse qui existe aujourd'hui et que l'on conserve. Alors ça, c'est une image qui est assez ancienne parce qu'on sait sur la partie de cette terrasse haute, on arrive à relier le rez-de-chaussée à niveau des 2 dernières cages d'escalier. Avant que le bailleur comprenne que plutôt que de faire des rampes sur les places publiques pour arriver dans le on pouvait arriver à rentrer de plain-pied par le jardin, il a fallu plusieurs années, mais on y est arrivé. Voilà et ça, c'est une autre place. Alors c'est la place qui est la plus à l'aval du quartier. C'est celle qui est, le long du site de transport en commun en site propre, qui aujourd'hui est occupée par une galette commerciale. Alors autant dire que les arbres qui sont représentés là ne sont pas du tout à la taille à laquelle ils seront au moment où ce sera réalisé. La galette, commerciale doit être démolie, on ne sait pas trop quand parce que, faut déloger certains, commerçants, en reloger d'autres, il faut attendre, c'est des opérations tiroirs, c'est donc il faut attendre qu'un bâtiment soit reconstruit pour pouvoir déplacer sur l'ensemble des espaces commerciaux qui sont aujourd'hui dans la galette, seuls 2 commerçants seront relogés, un boucher et un tabac. Le bistrot, dans lequel je vais boire mon café le matin pour, faire connaissance avec, c'est des gardiens de la porte. Celui-là, il va être délogé. Donc le jour où ils vont se rendre compte que je fais partie de l'équipe. Je vous remercie de votre attention et voilà, la biodiversité à l'intérieur du quartier.